L'histoire de la Terre débute dès les premières secondes de sa formation. Elle se déroule depuis maintenant presque 4,6 milliards d'années. Marquée par des extinctions massives, des épisodes catastrophiques, mais aussi des périodes de stabilité, la Terre ne cesse d'évoluer. Mystérieuse planète bleue de l'univers, elle est la seule connue aujourd'hui à abriter une forme de vie humaine. Voici un retour en arrière sur son accrétion et son évolution. Afin de représenter plus facilement l'échelle de temps, les valeurs de milliards et de millions d'années sont ramenées à 12 heures, soit un tour de cadran. L'accrétion de la Terre se produit à minuit et l'année 2022 est représentée par 12 heures. Durant ces 12 heures, nous allons traverser 4 périodes chronologiques: l'Adéen, l'Archéen, le Protérozoïque et le Phanérozoïque. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous remonterons le temps pour découvrir les mystères de la formation de notre planète et de tous ces phénomènes incroyables qui font de notre Terre un monde si unique. Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. La première période est l'Adéen, qui dure un demi-milliard d'années. C'est la division la plus ancienne des temps géologiques. C'est ici que démarre l'horloge des 12 heures. Minuit, l'accrétion de la Terre. Il y a maintenant 4,54 milliards d'années, l'accrétion de la Terre débute grâce à la formation du Soleil. Quelques millions d'années plus tôt, l'effondrement gravitationnel d'une infime partie d'un nuage moléculaire faisait apparaître notre étoile. Un disque constitué de gaz et de poussière se forme autour du jeune corps céleste. Ces grains s'agglutinent lentement jusqu'à former des petits corps solides, prémices de planètes en devenir, les planétésimaux. Sous l'effet de la gravité, ces derniers atteignent jusqu'à quelques kilomètres de diamètre, finissant par constituer des embryons de planètes tout en débarrassant le disque de ses poussières originelles. Plus les orbites sont loin du Soleil, et plus ils sont massifs puisqu'ils trouvent tout au long de leur trajet plus de matière à agglomérer. Passé une certaine distance du Soleil, les planètes sont capables d'attirer les gaz de nuages constitués d'hydrogène et d'hélium jusqu'à s'effondrer sur eux-mêmes, donnant naissance aux géantes gazeuses que nous connaissons bien, Jupiter et Saturne. Uranus et Neptune étant plus petites, elles ne conservent pas les gaz, mais uniquement leur cœur de roche et de glace. Les planètes qui se forment plus près du Soleil sont dites telluriques. Elles sont composées de roches et de métaux, et elles sont percutées violemment lorsque leurs orbites se croisent à tel point qu'il n'en demeure que 4. Mars, Vénus, Mercure et la Terre. La formation de toutes ces planètes dure 100 millions d'années. Minuit 6, la formation de la Lune. Theia, une protoplanète, erre dans une zone stable du cosmos, à la même distance du Soleil que la Terre. Alors qu'elle atteint la taille de la planète Mars, Theia se retrouve déstabilisée par l'influence gravitationnelle des autres planètes. Son orbite devient chaotique et elle heurte violemment la jeune Terre en formation il y a 4,52 milliards d'années. Le choc est si violent que le noyau ferreux de Theia plonge au cœur de la Terre. Le reste de la planète ainsi qu'une partie du manteau terrestre sont éjectés dans le cosmos. Toutes ces matières en orbite autour de la Terre finissent par se regrouper et donnent naissance au satellite qu'est la Lune, à quelques 22 500 km. La Lune stabilise l'axe de rotation terrestre et ralentit ce même mouvement par le phénomène de friction des marées, ce qui explique qu'à ce moment-là, un jour ne dure que 6 heures et qu'une année compte 1434 jours.
Minuit 22, la formation de la croûte terrestre. 60 millions d'années après la formation de la Lune, la surface de la Terre subit d'importants impacts de corps de taille modeste qui provoquent un dégagement de chaleur. Cette énergie cinétique se transforme en énergie thermique. Les éléments radioactifs, comme le potassium ou l'uranium, encore peu désintégrés, produisent également de la chaleur qui vient s'ajouter à celle résultant des collisions. La Terre initiale est très chaude. Incapable de pouvoir évacuer cette chaleur, celle-ci s'emmagasine, fait fondre les roches et forme un océan de magma. Alors qu'elle était jusqu'à présent assez homogène dans sa structure physique et chimique, la Terre commence à se distinguer. Le fer et le nickel, les éléments lourds, échouent au fond de l'océan magmatique et s'accumulent au centre de la planète en formation sous l'effet de la gravitation, donnant naissance au noyau métallique. Les silicates, éléments plus légers, demeurent à la surface, façonnant le manteau terrestre. Peu à peu, le magma de la surface de la Terre se solidifie, la croûte se forme sur le manteau. D'une à plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, elle se fissure par endroits et se sépare en plaques. Ce sont les futurs continents. Le manteau restant liquide, la croûte peut dériver tel un radeau sur le magma. « 10 millions d'années passent et maintenant, à l'intérieur du noyau métallique, des mouvements provoquent des courants électriques qui, eux-mêmes, induisent un champ magnétique, lequel s'entretient en fournissant un champ électrique. Cet immense bouclier magnétique qui se forme protège la Terre du vent solaire, nocif à la vie. Ce dernier souffle les éléments légers comme l'hydrogène, l'azote ou encore l'eau, les éloignant de la Terre. Grâce au bouclier, l'atmosphère se maintient et les premières formes de vie des particules ionisées sont protégées. Le début de la formation des océans. Il y a 4,4 milliards d'années, la Terre se refroidit lentement. Sa surface solide est couverte de cratères, de montagnes et de volcans. Ce paysage est fertile. À l'image d'une terre qui crache et qui tousse, les volcans rejettent des gaz et de la vapeur d'eau contenue dans le magma. Jusque-là, la température était si haute que l'eau ne pouvait qu'exister sous forme gazeuse. Elle diminue doucement jusqu'à 350 degrés Celsius et, combinée à une pression très élevée, la vapeur se condense et se transforme en pluie. La toute première pluie sur la Terre, une pluie torrentielle. Des milliards de molécules d'eau de l'atmosphère devenue liquide tombent à flot. L'eau envahit les paysages rocheux, ruisselle dans les cratères, le long des montagnes. Cette accumulation d'eau dans les zones basses du relief recouvre la surface de la Terre et donne naissance aux premiers lacs et océans. Le volume total des océans se formera en 50 millions d'années. La prochaine grande période est l'Archéen, qui va durer 1,5 milliard d'années et est généralement associé à l'apparition des premières formes de vie sur Terre. 1h10. Le grand bombardement tardif. Il y a 4 milliards d'années, débute une longue période durant laquelle les impacts météoriques et cométaires voient leur expansion. On l'appelle le grand bombardement tardif. En cause, les planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune voient leur orbite se réorganiser, ce qui aura pour conséquence la déstabilisation de l'orbite de certains planétésimaux du système solaire externe. Certains se détournent vers l'intérieur jusqu'à percuter les planètes telluriques. Des cratères d'impact marquent la surface de la Lune, Mars, Mercure, mais aussi la Terre. Ces violentes collisions ont des conséquences majeures, notamment pour la Terre. Elles se trouvent percutées par des astéroïdes pouvant atteindre la taille de la France, soit 1000 km. L'énergie libérée lors de l'impact vaporise une partie des océans. 1h57, l'apparition des premières formes de vie.
L'eau à l'état liquide est indispensable à l'apparition du vivant sur la Terre. Un organisme vivant a besoin d'énergie, comme l'énergie solaire, et d'eau. La Terre offre donc un milieu favorable afin que des molécules organiques simples réagissent chimiquement ensemble et évoluent en molécules complexes comme un être vivant. À cette époque, l'énergie solaire émise est 20 à 30% plus faible qu'aujourd'hui. Si l'atmosphère de la Terre il y a 3,8 milliards d'années était la même qu'aujourd'hui, notre planète aurait gelé en quelques centaines d'années. L'intensité du rayonnement solaire en moins est largement compensée par une atmosphère chargée en gaz à effet de serre. Le Soleil étant plus froid, la vie est moins développée. Le dioxyde de carbone est peu utilisé et précipité sous forme de carbonate, et l'oxygène est presque inexistant. L'absence de végétation a pour effet que la composition de l'atmosphère est 10 à 100 fois plus riche en CO2 que de nos jours. L'absence d'oxygène laisse le méthane, CH4, sous cette forme plus longtemps puisqu'il n'est pas transformé en CO2. Il est très présent dans l'atmosphère. Grâce à la présence non négligeable de gaz à effet de serre, la Terre connaît un climat tempéré. Malgré un soleil froid, l'eau liquide est présente sur l'ensemble du globe. Le décor est en place pour que les premières cellules entrent sur la scène et que les océans hébergent les premières bactéries. De nombreuses cyanobactéries, ou algues bleues, se nichent sur les zones littorales s'établissant entre les limites extrêmes des marées. À cette époque, les paysages terrestres ressemblent étrangement à ceux de la lune Titan de Saturne d'aujourd'hui. « 3h01 » L'apparition de la photosynthèse oxygénique. Les nombreuses cyanobactéries sont capables de fixer le CO2 qui emplit l'atmosphère en construisant des stromatolites. Ces constructions calcaires, en forme d'ondulations empilées ou d'amas ressemblant à des choux-fleurs, sont marquées par les êtres vivants. Capables d'effectuer la photosynthèse, c'est-à-dire de capter le CO2 et de libérer l'O2, ces organismes provoquent un déséquilibre dans les réactions chimiques et précipitent du carbonate de calcium. Les accumulations fines de particules se façonnent en stromatolites sous la forme de feuillets carbonatés. 3 communautés microbiennes composent les stromatolites. Des cyanobactéries en surface, des bactéries photosynthétiques en couche intermédiaire et des bactéries anaérobies en couche inférieure. Les premiers organismes vivants apparaissent dans l'eau. L'atmosphère terrestre est dépourvue d'oxygène. Ils se sont servis du rayonnement solaire, une énergie lumineuse et éphémère, afin de transformer l'eau et le CO2 en glucides, une énergie stockable. Cette transformation engendre un déchet, le dioxygène O2. Il y a 3,5 milliards d'années, ce dernier était très nocif pour le vivant. Certains organismes s'adaptent donc jusqu'à incorporer ce déchet dans leur métabolisme. Les premières molécules d'oxygène formées ne s'accumulent pas immédiatement dans l'atmosphère. Elles réagissent dans un premier temps avec le fer contenu dans l'eau et forment l'oxyde de fer qui reste limité au milieu liquide. Ce n'est qu'1 milliard d'années plus tard, une fois les océans saturés en fer, que l'oxygène commencera à s'accumuler dans l'atmosphère. « 4h01 » La formation des premiers continents. La construction des continents débute sous les eaux. L'émergence subaérienne des premiers continents est associée à l'initiation de la tectonique des plaques. 300 à 400 millions d'activités océaniques ont permis d'édifier un plateau sous-marin, un empilement progressif de lave qui atteint jusqu'à 50 km d'épaisseur. Du fait du poids de ce plateau, il reste enfoncé dans un premier temps dans le manteau supérieur. Soumis aux lois de l'isostasie, le manteau tend à se rééquilibrer et pousse le plateau, moins dense, vers le haut. « 4h20 » La glaciation de Pongola.
La Terre connaît un climat chaud à tempéré car l'atmosphère contient des taux élevés de méthane et de dioxyde de carbone. Une baisse de ces taux engendre une diminution de l'effet de serre et une glaciation. La glaciation de Pongola est associée à des modifications dans les isotopes du soufre, ce qui implique une oxygénation précoce et furtive de l'atmosphère terrestre. Avec l'Archéen et l'Adéen, le Protérozoïque représente 85% de l'histoire de la Terre. Cette période très longue verra naître les premières formes de vie multicellulaires et les premiers animaux. « 2 milliards d'années ont passé depuis la formation de la Terre. Un jour dure un peu plus de 12 heures et une année compte 714 jours. Lors de la formation de la Terre, les éléments chimiques se sont séparés ou concentrés, certains dans le noyau métallique, d'autres dans le manteau lithosphérique. La tectonique des plaques qui se met en place offre de nouvelles conditions de température et de pression qui permettent à des minéraux spécifiques de prospérer. 1500 minéraux sont présents dans les terrains les plus anciens de la Terre. La production d'oxygène par les organismes vivants présents offre des conditions nouvelles aux minéraux. Ceux qui affleurent à la surface de la Terre sont oxydés. C'est une étape clé du monde minéral, puisque 2900 nouveaux minéraux font leur apparition. Les organismes vivants produisent eux aussi des minéraux particuliers. À terme, ce sont 4400 minéraux qui habilleront le paysage de la Terre. La tectonique des plaques évolue. Jusque-là, la surface terrestre est modelée par des mouvements horizontaux mais également verticaux. Des comatites, de chauds magma, se mettent en place sur la croûte terrestre, refroidissant et devenant plus denses en surface. En raison de la gravité, les roches magmatiques s'enfoncent et forment des structures verticales. Il y a 2,5 milliards d'années, les comatites disparaissent et la tectonique verticale aussi. Seuls les mouvements horizontaux perdurent et la Terre produit désormais un autre type de roche. 6h39, l'oxygène se répand dans l'atmosphère. La concentration en oxygène augmente lentement depuis quelques millions d'années du fait de l'émergence de la vie. Elle était cependant présente en quantité infime. Il y a 2,4 milliards d'années, la Terre connaît un pic de concentration en oxygène dans l'atmosphère, c'est la crise de la grande oxydation ou catastrophe de l'oxygène. La concentration en oxygène passe de 0,001% à environ 20%. Jusqu'à présent, l'oxygène résultant de la photosynthèse des cyanobactéries réagissait avec le fer des océans, ne s'accumulant ni dans l'eau ni dans l'atmosphère. Désormais, le fer marin est épuisé. L'oxygène s'installe dans l'eau de mer, puis atteint l'atmosphère. C'est une crise écologique décisive qui a un impact sur les organismes anaérobies. Par ailleurs, l'oxygène réagit et oxyde le méthane atmosphérique. La concentration de méthane baisse drastiquement. La diminution des gaz à effet de serre dans l'atmosphère engendre un refroidissement et une succession de glaciations. C'est la Terre boule de neige. De 5h26 à 6h26, la grande glaciation. La vie refroidit le climat et conduit à une succession de périodes de glaciation et de déglaciation. Il y a 2,4 milliards d'années, la Terre connaît sa première période glaciaire qui est également la plus longue de son histoire. Elle répond au doux nom de glaciation huronienne. La surface de la Terre se retrouve entièrement recouverte de glace, d'où sa dénomination Terre boule de neige. Avec l'apparition de la vie, apparaît également l'oxygène. En parallèle, le CO2 se retrouve piégé dans les calcaires en formation, ce qui engendre une moindre présence de ces derniers dans l'atmosphère. La réduction du gaz à effet de serre entraîne une baisse de la température. Rappelons qu'à cette époque,
le Soleil ne fournit que 85% de son énergie totale. Il fait jusqu'à moins 50 degrés Celsius sur Terre durant quelques dizaines de milliers d'années. L'eau est gelée. L'albédo s'accroît puisque l'énergie solaire est davantage réfléchie sur les surfaces blanches et glacées. L'englacement en est accentué. La Terre s'apparente à une boule de glace. Bien que cette situation paraisse catastrophique et irréversible, les couches internes de la Terre demeurent actives. Les volcans émettent du CO2 qui s'accumule sous la glace jusqu'au jour où la Terre devient perturbable. Ce CO2 est alors libéré dans l'atmosphère, accentuant l'effet de serre et réchauffant la planète. S'ensuit une période de déglaciation qui dure quelques dizaines de milliers d'années, et ce phénomène de glaciation et de déglaciation successives se produira 4 fois sur une période de 300 millions d'années. De 6h11 à 7h46, la formation et la disparition du continent Columbia. La Terre est une sphère. Ces mouvements tectoniques ont pour conséquence de modifier l'architecture des continents. Le balai des plaques, appelé cycle de Wilson, a lieu sous l'effet des forces tectoniques. Les continents sont fréquemment unis en supercontinents, puis fragmentés. Il y a environ 2,2 milliards d'années, les continents primitifs s'agrègent en un supercontinent nommé Columbia. Il mesure environ 12 900 km du nord au sud et 4 800 km au plus large. 600 millions d'années plus tard, Columbia commence à se fragmenter. Un rift continental se forme et s'étend accompagné d'une activité magmatique. Le continent disparaît totalement au bout de quelques centaines de milliers d'années. De 9h06 à 10h01, la formation et la disparition du supercontinent Rodinia. Il y a 1,1 milliard d'années, le supercontinent Rodinia se forme à partir des différents fragments restants de Columbia. Fruit de la collision entre deux blocs continentaux, la partie ancienne de l'Amérique du Nord et celle de l'Amérique du Sud, ce supercontinent se compose de quasiment toutes les plaques continentales de l'époque. Entourée d'un océan, la Rodinia s'apparente à une grande plaine désertique de couleur rouille dans laquelle s'accumulent des sables. De nombreuses structures sédimentaires et constructions biologiques comme les stromatolites sont en place. La vie n'est pas encore sortie de l'eau puisque l'atmosphère ne comprend pas assez d'oxygène pour développer la couche d'ozone. Après plusieurs centaines de millions d'années, la Rodinia se fragmente en différentes masses continentales à cause des mouvements internes de la Terre. Les masses continentales de la Terre bougent sans cesse, tantôt regroupées, tantôt éloignées. Lors de la formation de supercontinents, la chaleur interne de la Terre ne peut s'évacuer que par conduction, ce qui est peu efficace. Elle s'accumule alors, entraînant une augmentation de la température à la fois du manteau supérieur que de la croûte inférieure. La densité des roches diminue, ces dernières remontent en surface adoptant des formes de dômes qui se fissurent et laissent s'épandre du magma. Il y a 850 millions d'années, un superdôme se forme. Il se fissure et laisse remonter les laves mettant en place des fossés d'effondrement. Après quelques millions d'années, l'eau remplit les fossés, ce qui forme de nouveaux océans. De 10h06 à 10h20, la glaciation sur la Terre. Il y a 750 millions d'années, la Rodinia disparaît. Les petits fragments issus de l'ancien supercontinent se retrouvent près de l'équateur. La température diminue et de grandes surfaces glacées s'étendent. Ces dernières réfléchissent davantage le rayonnement émis par le Soleil que les océans plus sombres et le refroidissement augmente. La Terre s'englace sur plus d'1 kilomètre d'épaisseur, elle redevient une terre boule de neige. La vie trouve refuge au fond des océans grâce aux propriétés particulières de l'eau.
Alors que la température de l'eau diminue en surface jusqu'à 4 degrés Celsius, sa densité et son volume augmentent. Elle forme un courant et coule, assurant l'homogénéisation de la température sur toute la profondeur. Lorsque la température diminue en dessous de 4 degrés, la glace en surface va former une protection thermique. Même durant des périodes extrêmement froides, le fond des eaux, lacs ou océans, ne gèle pas, ce qui permet à certains organismes vivants de survivre. La vie demeure confinée dans l'eau. Les molécules entrant dans la composition de la matière vivante sont photosensibles. Elles pourraient être détruites si elles étaient soumises à certains rayonnements, notamment les ultraviolets. Il y a 600 millions d'années, l'ozone se forme et s'accumule naturellement dans la stratosphère. Cette molécule, composée de 3 atomes d'oxygène, O3, absorbe les rayons ultraviolets, protégeant ainsi les organismes vivants de leurs effets nocifs. À ce moment-là, un premier seuil de concentration formant la couche d'ozone est atteint, ayant pour répercussion une explosion de la diversité marine. Favorable au développement de la vie, lorsqu'il se situe au-delà de 15 km d'altitude, l'ozone est particulièrement oxydant et dangereux s'il se trouve dans l'air qui nous entoure. De 10h24 à 10h34, la formation et la disparition du supercontinent Pannotia. Un nouveau supercontinent se forme à la suite de violentes collisions, la Pannotia. Elle se fragmente quelques millions d'années plus tard au cours d'une phase active de la tectonique des plaques. Cet éclatement, comme tous les autres, est propice à la diversification d'espèces. C'est ainsi que se développe la faune marine de l'Édiacarien. Des organismes multicellulaires à corps mou apparaissent vers 585 millions d'années. Sans squelette minéralisé, leur forme est très variée et extraordinaire, au point de bénéficier d'une appellation spécifique, la faune de l'Édiacarien. Ces organismes ressemblent à des disques, des tubes ou des sacs molletonnés. Seulement une centaine d'espèces a été recensée. Cette première émanation de diversification d'organismes pluricellulaires est de courte durée puisqu'ils disparaîtront 40 millions d'années plus tard. Le Phanérozoïque est une période bien plus courte que les précédentes. Elle perdure encore aujourd'hui. Sur notre horloge, il reste moins d'1 heure et demie avant notre présent. Ce qui va se passer dans cet éon est d'une importance capitale pour l'homme, et pourtant cela ne va représenter qu'une infime partie de l'histoire de la Terre. 10h34, explosion cambrienne, les premiers êtres pluricellulaires. Il y a 541 millions d'années, de grandes quantités d'organismes multicellulaires apparaissent soudainement en l'espace de quelques millions d'années. Des formes entièrement nouvelles donnant naissance aux grands embranchements de métazoaires et à une grande diversité d'espèces animales, végétales et bactériennes. Une des caractéristiques des espèces à cette époque est l'apparition des tissus durs sous forme de squelettes minéralisés. On retrouve des petits fossiles à coquilles répondant à un besoin de protection contre les éventuels prédateurs. Un océan, Iapetus, qui séparait le continent Baltica du continent Laurentia, se referme sous l'impulsion de la tectonique des plaques. Une chaîne de montagnes s'élève, il y a 530 millions d'années, un gigantesque complexe montagneux portant le nom de chaîne calédonienne. Elle s'élève à la place de ce qui est aujourd'hui le nord de l'Europe et de l'Amérique, et est soumise à une forte érosion. Les terres du Canada, de Terre-Neuve, du Groenland, de la Scandinavie, de l'Écosse, de la Bretagne et de l'Ardenne sont à ce moment-là très proches. La Lune se situe à 360 000 km de la Terre. 30 millions d'années plus tard, les marées océaniques sont fréquentes et puissantes. La mer se retire très loin et envahit grandement les continents. La vie est jusque-là contenue dans le milieu liquide,
Une évolution décisive a lieu il y a 480 millions d'années. Désormais, des plantes ressemblant aux lichens et aux mousses s'installent sur Terre. Elles adoptent des stratégies afin de résister à la dessiccation. Certaines sont capables de réviviscence, d'autres se parent de cuticules imperméables qui permettent les échanges gazeux tout en limitant les pertes en eau. Ces plantes s'accrochent aux rochers grâce à des crampons. Elles fournissent la matière première pour la dégradation des micro-organismes. « 10h49, extinction ordovicien-silurien. Il y a 445 millions d'années, la Terre subit une première grande crise du vivant. Durant l'Ordovicien, qui dure de entre 485 à 443 millions d'années avant notre ère, la température des océans chute de 15 degrés Celsius. La vie, ne pouvant s'épanouir dans un milieu à 45 degrés, se voit ravie de la nouvelle condition et les océans, avoisinant les 30 degrés, deviennent le théâtre de l'apparition d'une multitude d'espèces. De nouveaux groupes apparaissent tandis que les groupes déjà en place se diversifient. Vers moins 445 millions d'années, un refroidissement important survient accompagné de l'installation d'une période glaciaire. La glaciation engendre une baisse du niveau marin et la disparition des étendues d'eau peu profondes qui étaient un lieu propice au développement de la vie. Cet événement, qui dure environ 10 millions d'années, mène à la disparition de nombreuses espèces marines, notamment les benthiques demeurant au fond de la mer. La durée d'un jour est de 22 heures. Il y a 400 millions d'années, un deuxième seuil d'oxygène et d'ozone est atteint, entraînant la sortie des eaux des premiers arthropodes terrestres qui s'installent petit à petit sur les continents. Cela est possible puisque les plantes qui les ont précédés leur offrent la nourriture nécessaire à leur développement. Les animaux, une fois hors de l'eau, doivent se déplacer pour trouver à manger et développent une stratégie de mobilité. Ils possèdent un système vasculaire interne et s'hydratent par la nourriture ou en buvant de l'eau. La reproduction demeure asservie au milieu aquatique. Les plantes qui produisent des graines, les spermatophytes, se développent doucement vers moins 390 millions d'années. Les éléments assurant à la reproduction ne sont désormais plus les spores, mais les gamètes. La graine permet le transport des éléments reproducteurs et assure la propagation de l'espèce. C'est un bouleversement dans le monde de la botanique, puisque la reproduction se libère de leur dépendance à l'eau et devient aérienne. Un épisode d'extinction survient au Dénovien dû à un important refroidissement. Les zones éloignées des grandes masses continentales sont affectées par un manque d'oxygène. La multiplication des végétaux consomme beaucoup de gaz carbonique pour la photosynthèse, engendrant une chute des températures et une anoxie des milieux marins. 75% des espèces marines et quasiment tout le milieu récifal disparaissent. « 11h03, début du Carbonifère. Début de la période du Carbonifère caractérisée par le dépôt de larges couches de charbon. Les masses continentales se rejoignent et les premiers grands arbres apparaissent abondamment avec une grande variété de plantes qui se perpétuent. Les brachiopodes se développent et on retrouve de grands amphibiens ainsi que les premiers reptiles. 11h12, fin du Carbonifère. L'apparition de nouvelles espèces de champignons lignivores provoque la dégradation de la totalité de la lignine et la fin de la formation du charbon. « 11h12, la formation de la Pangée. La Pangée, un supercontinent, se forme de la collision de la Laurussia et du Proton-Gondwana, qui avait précédemment regroupé toutes les terres émergées. La quasi-totalité des terres intègre la Pangée. Le supercontinent prend la forme d'un C et présente une vaste chaîne de montagnes en son centre. Il est entouré d'un immense océan nommé Pantalassa
et tient dans le creux de son croissant l'océan Téthys. La formation de la Pangée a des répercussions sur la vie, puisque la superficie des eaux côtières qui abritent de nombreuses espèces marines jusqu'alors se retrouve réduite. Les terres de la Pangée centrale deviennent désertiques en raison de leur éloignement des mers et de la diminution de la fréquence des précipitations. Il y a 258 millions d'années, la Terre connaît des éruptions volcaniques exceptionnelles bouleversant le monde vivant à l'échelle planétaire et ayant un effet majeur sur le climat. L'actuel mont Emei en Chine émet des coulées de lave recouvrant 330 000 km² sur 1 à 2 km d'épaisseur. Une grande quantité de CO2, de vapeur d'eau, de gaz à effet de serre et de gaz soufré est libérée. La lumière solaire est atténuée en raison des particules émises. Une baisse de température précède un brutal réchauffement lié au gaz émis. « 11h20, fin de l'ère primaire, grande crise du Permien-Trias. Une importante éruption volcanique se manifeste au niveau de l'actuelle Sibérie. Cumulée à l'éruption survenue 6 millions d'années plus tôt, ainsi qu'aux conséquences de la formation de la Pangée, les effets sont catastrophiques sur le vivant. Cette crise du Permien-Trias est la plus notable que la Terre n'ait jamais traversée. Elle est qualifiée de grande extinction. Sur les continents, 70% des espèces disparaissent et dans les océans, ce sont 95% des espèces marines qui disparaissent. Tous les groupes sont touchés. Certains sont éradiqués comme les trilobites ou les micro-organismes unicellulaires marins et d'autres sont décimés comme les lices de mer, les fougères ou les brachiopodes. À partir de là, la biodiversité évolue différemment. Il y a 230 millions d'années, débute doucement le règne des plus célèbres animaux fossiles, les dinosaures. Caractérisés en grande partie par leur taille hors norme, les dinosaures sont d'une grande diversité. Ils connaissent un règne de 200 millions d'années et sont présents sur tous les continents de formes très diverses et variées. La majorité sont terrestres, mais certains sont volants, bipèdes, quadrupèdes, carnivores ou encore herbivores. Les plus gros pèsent jusqu'à 100 tonnes et d'autres, comme le Microraptor, ont la taille d'une poule. Les reptiles archosauriens investissent les premiers les niches écologiques libérées lors de l'extinction Permien-Trias, accompagnés par des herbivores qui les rejoignent assez tôt. Dans le même temps, une croûte de sel prend forme sur l'Europe actuelle. Les océans inondent fréquemment les terres sans relief et y laissent des sels qui, au fil des années, s'accumulent jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Le sel étant plus léger que la plupart des autres roches, il a tendance à remonter à la surface en traversant les différentes couches géologiques. Quand une chaîne de montagnes se forme, les niveaux qui contiennent du sel, plus malléable, se déforment en priorité et lorsque des couches de terrain se déplacent, le sel va se positionner pour former la semelle. Il donne ainsi une structure particulière à la roche qui piégera plus aisément l'eau, l'huile ou le pétrole. Une météorite chute en direction de la Terre. En pénétrant dans l'atmosphère, elle se fragmente et frappe la planète en rafale dans un intervalle de plusieurs heures. Un choc très violent survient, soumis à une vitesse d'environ 20 km par seconde qui laisse derrière lui un cratère de 21 km de diamètre et modifie les roches dans leur profondeur. Des cratères d'impact se trouvent actuellement au Canada, en France, en Ukraine, aux États-Unis et à Saint-Martin. Il y a 200 millions d'années, la météorite de Rochechouart, qui a impacté la France près d'une côte en eau peu profonde, a déclenché un tremblement de terre de magnitude 8,2 et engendré un important raz-de-marée terrassant les terres jusqu'à 1300 km. « 11h28, extinction Trias-Jurassique. La Pangée, qui a commencé à se fracturer, se disloque séparant l'Amérique du Nord et l'Afrique. Deux nouveaux supercontinents se forment, séparés par l'océan Atlantique, le Gondwana et l'Eurasia.
La Terre évolue d'un climat fortement occidental à un climat océanique. De nouvelles rides océaniques s'activent et provoquent la montée du niveau des mers. De nouvelles surfaces continentales sont immergées, la biodiversité peut de nouveau s'épanouir. Du fait des terres séparées, les possibilités de reproduction et d'échange génétique entre individus sont limitées. Les populations deviennent des espèces à part entière sur chacun des deux continents. Ce remaniement des continents provoque la diminution de la diversité biologique à travers une extinction massive puisque près de 20% des espèces marines et une grande part des vertébrés terrestres disparaissent. Cette extinction trias-jurassique permet à d'autres espèces de voir le jour d'ici quelques millions d'années. Les dinosaures bien diversifiés ne souffrent guère de cette crise. La Pangée est en pleine fragmentation. Les rides médio-océaniques sont actives et élèvent le niveau moyen de la mer. Les zones continentales se divisent pendant que les zones littorales sont en expansion. La Terre subit des changements climatiques soudains, passant d'un refroidissement à un réchauffement brutal il y a 182 millions d'années à la suite d'un épisode volcanique produisant de grands épanchements et un fort dégazage de méthane. Des changements de courant océanique s'ajoutent à ce contexte déjà déséquilibré pour le vivant. Les échanges entre eau froide et eau chaude diminuent, tout comme l'oxygénation du fond des océans. Cette petite crise a principalement une incidence sur les organismes marins, mais elle reste moins dramatique que les extinctions de masse. À l'issue de différentes innovations évolutives spécifiques, certaines espèces de dinosaures se parent de plumes. Outre leur rôle d'isolant thermique, les plumes, de différentes couleurs, permettent d'installer une communication par des signes visuels ou bien de protéger les œufs. Elles ont un rôle locomoteur non négligeable. Certains se mettent à voler, colonisant de nouvelles niches écologiques, échappant plus facilement à leurs prédateurs et améliorant leur capacité de chasse. D'importantes émissions de lave façonnent de grands plateaux et annoncent la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique encore soudées. 10 millions d'années plus tard, survient une inondation, signe de la fracturation des deux terres qui deviendra l'océan Atlantique Sud. « 11h49, fin de l'ère tertiaire, extinction Crétacé-Paléogène. Il y a 66 millions d'années, dans une province magmatique de l'ouest de l'Inde actuelle, d'immenses coulées de lave, appelées les trappes du Décan, s'amassent. La succession des éruptions permet le cumul de nappes de lave sur une épaisseur pouvant aller jusqu'à 2400 mètres. Les répercussions de ces dernières sur l'environnement et le climat sont majeures. D'importantes quantités de vapeur d'eau, de gaz soufré et de CO2 sont relâchées dans l'atmosphère. La vapeur d'eau se transforme en nuage blanc et devient un puissant gaz à effet de serre. Les vapeurs soufrées se transforment en pluie acide, quant au CO2, lui, il est un gaz à effet de serre. Les organismes n'arrivent pas à s'adapter à ces changements de climat. À la même époque, une météorite se pulvérise sur la Terre, créant un cratère d'impact de 180 km de diamètre sur ce qui est aujourd'hui le Mexique. Ces composants se dispersent dans l'atmosphère et chutent à différents endroits, créant une anomalie de composition. Une abondante quantité de poussière se lève, créant un bouclier à la lumière solaire et une nuit quasi permanente, similaire à un hiver artificiel. La crise du Crétacé-Paléogène, anciennement connue sous le nom de Crétacé tertiaire, survient dans le même temps que ces derniers événements. Bien que n'étant pas le plus catastrophique des 5 grandes extinctions, elle reste la plus marquante pour les dinosaures non aviens qui disparaissent. Les espèces marines, quant à elles, voient 76% de leurs espèces s'éteindre. Cette extinction impacte fortement la biodiversité. Certaines espèces disparaissent, laissant le champ libre à d'autres, comme les petits mammifères, pour se diversifier et se développer. Ce passage du monde des ammonites et des reptiles à celui des mammifères et des poissons se fait de manière brutale.
Au début de sa fragmentation, la Pangée s'est séparée en 2 blocs, la Laurasia et le Gondwana, qui contient la plaque qui constituera l'Inde. Quelques millions d'années plus tard, un volcanisme de points chauds écarte l'Inde de l'Afrique du Sud jusqu'à ce qu'encore quelques temps plus tard, un passage de mer les sépare. L'Inde continue sa course, et il y a 65 millions d'années, en pleine traversée de l'océan Téthys, elle passe sur un volcanisme de points chauds, ce qui accélère son déplacement. L'Inde se dirige dès lors vers le nord, jusqu'à emboutir violemment l'Asie actuelle. Cette violente collision donne naissance à l'Himalaya en surface et à des minéraux particuliers, comme les émeraudes de Birmanie, dans ses profondeurs. Une crise climatique survient se traduisant par des épisodes hyperthermiques, dont le majeur est appelé maximum thermique du Paléocène et Ocène. Cet événement est dû à la déstabilisation thermique des hydrates de méthane présents dans les sédiments qui entraînent un dégagement important de ce méthane dans l'atmosphère. La température de l'océan profond se réchauffe d'environ 5 degrés Celsius et atteint les 10 degrés. Les eaux de surface, quant à elles, avoisinent les 23 degrés et il fait 20 degrés Celsius dans la zone arctique. Ce réchauffement général perturbe le cycle carbone et s'accompagne d'une crise biologique avec l'extinction d'environ 40% des espèces foraminifères, benthiques et l'apparition des ordres majeurs de mammifères modernes. Le titanoboa, un reptile à sang-froid pesant jusqu'à 1 tonne, fait son apparition dans cet environnement chaud et humide. Dans l'est de l'Afrique, la tectonique des plaques fait des siennes. Les plaques arabes, nubiennes et somaliennes s'écartent jusqu'à former la vallée du Grand Rift, de profonds sillons d'effondrement mesurant plus de 6000 km pour une largeur moyenne de 50 km. 30 millions d'années plus tôt, l'Inde dérivait et percutait violemment l'Asie, laissant pour trace de cette collision une immense chaîne de montagnes. Lors du choc, des blocs continentaux sont éjectés et de grandes failles se propagent, divisant le cœur du continent et chassant 2 parties vers le Pacifique. Les conséquences de cette collision, c'est quelques millions d'années plus tard, est la formation de 2 péninsules, la Malaisie et l'Indochine. La tectonique des plaques ouvre le passage de Drake, entre la Terre de Feu et l'Antarctique, et le passage de Tasmanie, entre l'Australie et l'Antarctique. Il y a 35 millions d'années, ces ouvertures s'approfondissent et créent un courant, le courant circumpolaire antarctique, qui isole thermiquement l'Antarctique. Ce courant, cumulé à une diminution du CO2 atmosphérique, réduisant ainsi l'effet de serre, provoque l'englacement total de l'Antarctique. Formée grâce à l'accumulation de roches volcaniques, l'île Islande émerge des eaux il y a 24 millions d'années. Le volcanisme de l'île a débuté 30 millions d'années plus tôt, lors de la séparation de l'Europe du Nord et du Groenland. L'Islande fait partie d'une chaîne de montagnes sous-marines avec des reliefs mesurant de 3000 à 4000 mètres. Une caldeira est une vaste dépression équivalent à l'effondrement d'une chambre magmatique qui a été vidée lors d'une éruption. La caldeira de Yellowstone se forme il y a 17 millions d'années lorsque la plaque américaine se dispose au-dessus d'un point chaud. Théâtre de gigantesques éruptions où la chaleur s'évacue sous forme de geysers, cet immense appareil volcanique est habité par des organismes qui s'adaptent aux conditions de vie extrêmes. Le plus ancien hominidé connu à ce jour est apparu il y a plus de 7 millions d'années. Son nom, Toumaï. Plus de 350 000 générations le séparent de notre époque. Le squelette le plus complet qui n'ait jamais été retrouvé jusqu'à ce jour est âgé de 3,2 millions d'années. 52 os d'un australopithèque femme qui est nommée Lucie. De sexe féminin, elle est décédée alors qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle mesure environ 1,10 mètres et pèse 25 kg.
D'après son squelette post-crânien, elle est bipède et présente une aptitude à la vie arboricole. Elle a d'abord été considérée comme l'ancêtre de l'homme moderne, mais finalement reléguée comme une cousine de notre lignée. « 11h59, les glaciations quaternaires. L'ère quaternaire débute il y a 2,6 millions d'années. C'est la période la plus récente sur l'échelle des temps géologiques. Elle est marquée par des glaciations et par la radiation évolutive du genre Homo. Au moins 17 périodes de glaciation se succèdent, séparées par des périodes interglaciaires. Cette succession de changements de climat engendre des cycles d'extinction et de recolonisation des milieux et va diversifier les espèces. Des inlandsis se forment sur les continents, façonnant le paysage grâce au phénomène d'érosion glaciaire. Un transfert de mammifères survient entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, portant le nom de Grand Échange Interaméricain, suite à la fermeture de l'isthme du Panama. Porc-épis, fourmiliers, tatous gagnent le nord alors que chevaux, cerfs, éléphants et ratons laveurs rejoignent le sud. Ce phénomène est assez équilibré au début. Après 1 million d'années de mobilité, les mammifères du nord continuent à vivre et à migrer vers le sud, alors que ceux originaires du sud s'éteignent ou sont peu nombreux. 2,5 millions d'années plus tard, seuls 10% des mammifères du nord sont originaires du sud, alors que la moitié de la faune du sud est d'origine nord-américaine. Un nouveau genre d'hominidés bipèdes apparaît. Bien distinct du genre des australopithèques déjà présents sur Terre, il s'agit du genre Homo. Homo habilis est la première espèce représentée du genre il y a 2,4 millions d'années en Afrique. Plusieurs espèces apparaîtront ensuite réparties sur les différents continents. Homo rudolfensis et Homo ergaster sont uniquement d'origine africaine. Homo neanderthalensis est connu dans toute l'Eurasie. Toutes se caractérisent par une bipédie constante, une capacité crânienne accrue et des activités culturelles comme des rites funéraires ou des créations artistiques. « 12h et moins de 10 secondes. Apparition de l'Homo erectus. L'Homo erectus apparaît en Afrique, mais il va par la suite conquérir une grande partie de l'Eurasie et de l'Indonésie. Il construit des cabanes et améliore les techniques de taille. Il est à l'origine de comportements nouveaux dans la lignée humaine, car il s'adapte grandement aux besoins humains et aux conditions de vie locales. Bien avant de l'avoir domestiqué, les représentants du genre Homo utilisent le feu, qui surgit naturellement par la foudre, et l'exploitent de manière spontanée. Il y a 1 million d'années, les hominidés utilisaient le feu et bénéficiaient de tous ses avantages. Ils servaient d'abord à la cuisson pour de plus grandes qualités gustatives, mais aussi à éliminer des agents pathogènes potentiellement présents dans les aliments. Le feu sert également d'arme de protection contre les animaux sauvages ou entre populations, sans compter sur la chaleur et la lumière qu'il offre ouvrant la porte à un début de vie sociale. « 12h et moins de 6 secondes. La disparition de l'Homo erectus. Malgré les grands progrès que l'Homo erectus a réalisés grâce à ses outils, ses capacités d'innovation et d'adaptation ne sont pas suffisantes pour se maintenir et évoluer sur Terre. L'Homo de Néandertal entre dans l'histoire du genre humain il y a un peu plus de 250 000 années. Apparu dans un premier temps en Europe, il s'occupera par la suite de toute l'Eurasie. Il est physiquement plus petit et plus massif qu'Homo sapiens. Il se distingue par un épaississement osseux au-dessus des orbites, un front fuyant et l'absence de menton. Son cerveau, plus volumineux que le nôtre,
n'indique pas qu'il ait été différent de nous au niveau de ses capacités intellectuelles. Il a légué à l'homme moderne une partie de son patrimoine génétique, ce qui laisse entendre que l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens ont été proches au point de se reproduire à un moment donné. « 12 heures et moins de 5 secondes, l'apparition de l'homme moderne. La lignée humaine se différencie il y a quelques centaines de milliers d'années avec l'apparition d'Homo sapiens. Il est le seul représentant actuel du genre Homo. D'un point de vue physiologique, il se distingue par son crâne arrondi et volumineux, l'absence de bourrelet susorbitaire, un menton proéminent et une pilosité moins développée. Son mode locomoteur au sol est entièrement bipède. L'Homo sapiens se distingue également par l'existence des relations sociales et d'un langage articulé complexe et par le port des vêtements. Il met au point des techniques pour domestiquer la nature. Il colonisera tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Les premières sépultures apparaissent il y a plus de 100 000 ans. Les hommes prêtent désormais une attention intentionnelle à leurs morts et les mettent en terre au lieu de s'en débarrasser simplement. Étant donné le faible nombre de sépultures attestées, on peut supposer que l'homme de Néandertal et Homo sapiens sélectionnait ceux qu'ils mettaient en terre. L'apparition des sépultures provoque une mauvaise préservation des boîtes crâniennes dans le temps. Auparavant, elles étaient conservées dans les habitats de leurs proches et étaient retrouvées en meilleur état. Un fragment d'une vingtaine de mètres de diamètre d'une météorite ferreuse s'écrase sur Terre, en Arizona, à une vitesse de 50 000 km/h. Son cratère d'impact, nommé Météore Cratère, mesure un peu plus d'1 km de diamètre et presque 200 mètres de profondeur. L'énergie dégagée lors de l'impact est colossale. 150 millions de tonnes de roches sont éjectées et réparties sur 260 km². L'onde de choc balaye et pulvérise tout ce qui se trouve dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. La zone sera recolonisée par des organismes en une année. La disparition de l'homme de Néandertal n'est pas encore bien connue. Une hypothèse serait que ce dernier aurait disparu progressivement suite à l'arrivée de groupes d'hommes modernes surnommés hommes de Cro-Magnon. Une compétition sur les territoires pour l'exploitation des ressources a lieu et de violents conflits en découlent. La domestication du chien pour la chasse par Homo sapiens coïncide avec la disparition de Néandertal car cela aurait donné un fort avantage aux premiers dans leur recherche de nourriture. À la fin du dernier épisode de glaciation du Quaternaire, la faune et la flore se développent. Certaines populations humaines se sédentarisent et s'intéressent à de nouvelles activités comme la céramique, la poterie ou encore l'agriculture et l'élevage. Le foyer le plus ancien de l'agriculture se développe dans le Croissant fertile, une zone géographique du Moyen-Orient, irriguée par le Jourdain, l'Euphrate, le Tigre et le Nil. Les sociétés se complexifient, s'hiérarchisent, s'organisent, puisqu'elles sont désormais détentrices de stock. Il y a 9000 ans, le détroit de Bosphore se formait entre le continent asiatique et le continent européen. Les eaux de la mer de Marmara s'engouffrent dans la mer Noire qui était jusqu'alors un lac d'eau douce profond de 30 à 100 mètres. Le Sahara, le plus vaste désert chaud situé au nord du continent africain, offrait un tout autre décor en 6000 avant Jésus-Christ. Les 8,5 millions de kilomètres qu'il recouvre sont à ce moment-là verdoyants. À l'image d'une savane tropicale gigantesque, des gazelles, des hippopotames et des éléphants viennent s'abreuver tout autour des lacs en place. C'est le dernier épisode vert, ou période africaine humide, que le Sahara connaîtra, qui est lié au commencement de la période interglaciaire durant laquelle des pluies abondantes mouillent la région. Dès 5500 avant Jésus-Christ, un changement climatique survient
et les pluies deviennent rares. Le sable recouvrira peu à peu l'ensemble du Sahara et les espèces tropicales laisseront la place à des espèces adaptées aux conditions désertiques. Avec le développement de l'agriculture et du commerce, il devient indispensable aux hommes de trouver un système de mémoire qui dépasse celle de l'instant présent. C'est dans ce sens que l'écriture apparaît, ce qui va marquer la fin de la préhistoire et l'avènement de l'histoire. C'est en Mésopotamie, une région historique située entre les rives du Tigre et de l'Euphrate, en plein cœur de l'Irak actuel, que les premières traces d'écriture sont retrouvées vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Les hommes se servent de petites tablettes pour noter le nom du propriétaire et la quantité de marchandises. Loin d'une écriture basée sur un alphabet, les plus anciens supports retrouvés sont sous la forme de signes comme des pictogrammes et des idéogrammes. Petit à petit, les Sumériens développent des techniques afin de réaliser des écritures plus évoluées. C'est l'écriture cunéiforme qui se traduit par des coins, imbriqués les uns dans les autres, afin de donner naissance à des signes. Il faudra attendre le XIVe siècle avant Jésus-Christ pour que chaque signe corresponde à une lettre. Bien que l'écriture apparaisse en Mésopotamie quelques siècles auparavant, d'autres peuples développent leur propre système d'écriture. Les Égyptiens, entre autres, développent les hiéroglyphes esquissés sur des rouleaux de papyrus ou du cuir. Ce système d'écriture figurative représente des objets tels que des plantes, des animaux ou encore des figures humaines et divines. En ancienne Égypte, les hommes sont soumis au débordement annuel du Nil et décident de mettre au point le tout premier calendrier. Les Égyptiens observent que le début de la crue coïncide avec le jour où l'étoile la plus brillante du ciel s'aperçoit dans les lueurs du soleil levant. Ils déterminent alors ce jour comme premier de l'année, qui sera ensuite divisé en 3 saisons afin de maîtriser le temps et de rythmer l'agriculture. Bien qu'imparfait, ce calendrier demeure des millénaires avant d'être réformé par Jules César. Le site de Stonehenge, situé au sud de l'actuelle Angleterre, se met en place. Sanctuaire d'un culte solaire, monument funéraire et observatoire astronomique, ce site voit, en l'an 2400 avant Jésus-Christ, se dresser ses premières grandes pierres en forme de cercle parfait de 33 mètres de diamètre. Ce monument historique met en œuvre des connaissances astronomiques et sert entre autres à observer la position du Soleil afin d'établir un calendrier solaire. Il y a 3600 ans, le volcan de Santorin, situé en mer Égée, entre en éruption. Il lui faut à peine 100 ans pour se réveiller. Cette explosion engendre jusqu'à 60 km3 de magma sous forme de nuées ardentes. Des pierres ponces et des cendres sont projetées à 900 km alentour. L'explosion détruit l'île et le volcan s'effondre sur lui-même. Une caldeira se forme et un gigantesque tsunami traverse la partie orientale de la mer Méditerranée. En 400 avant Jésus-Christ, un premier penseur affirme que la Terre n'est pas immobile ni au centre de l'univers. Philolaos de Crotone, un astronome, mathématicien et philosophe, considère la Terre comme une planète qui tourne autour du feu central, différent du Soleil et situé au centre de l'univers. Il est le père du système héliocentrique. Pour lui, le Soleil, la Lune et les 5 planètes visibles sont en rotation autour de ce feu central. La plus célèbre des éruptions volcaniques du Vésuve a lieu en l'an 79 après Jésus-Christ. Au début, de grandes explosions sont générées par le contact de l'eau contre le magma qui se trouve vaporisé. Un peu plus tard, le bouchon de lave est pulvérisé, éjectant des fragments à plus d'une trentaine de kilomètres de hauteur. Toutes les heures, ce sont 15 cm de cendres et de pierres ponces qui s'accumulent jusqu'à s'effondrer sous son propre poids et retomber en nuages pyroclastiques. Différentes explosions surviennent et ruineront Herculanum et Pompéi. Le mot volcan apparaît.
1257, sur l'île de Lombok en Indonésie, le Salamas entre en éruption et restera l'événement volcanique le plus dévastateur connu à ce jour. À la suite de l'éruption, les cendres volcaniques réfléchissent les rayons du soleil et provoquent la baisse des températures. Ce bref refroidissement a des conséquences néfastes sur les populations. Un nouveau regard se pose sur l'univers ainsi que sur la position de la Terre et de l'homme dans celui-ci en 1543. Les méthodes scientifiques et la philosophie évoluent d'une représentation géocentrique à une représentation héliocentrique de l'univers. L'ouvrage des révolutions des sphères célestes, écrit par Nicolas Copernic, paraît alors qu'il était terminé 13 ans plus tôt, mais la peur des réactions de l'Église et de l'État ont retardé sa publication. La véritable nouveauté de cet ouvrage est que Copernic place le Soleil au centre du système et qu'il fait tourner les planètes, dont la Terre, autour de ces derniers. La révolution copernicienne modifie la représentation du monde par rapport à ce qu'elle était par le passé. Les mathématiques ont désormais un rôle particulier dans la description des lois physiques de l'univers. Heures, moins quelques centièmes de seconde, la Terre continue de bouger. Le 22 mai 1960, un méga-séisme a lieu à Valdivia d'une magnitude de 9,5, la plus élevée qui n'ait jamais été enregistrée. En cause, le glissement de la plaque de Nazca sous le bloc de Chiloé à une profondeur d'environ 18 mètres. Le plancher océanique s'élève alors de 6 mètres à cet endroit-là et crée un tsunami sur toute la côte chilienne. Ce tsunami parcourt ensuite l'océan Pacifique jusqu'à atteindre Hawaï et cause des dégâts impressionnants grâce à des vagues de 10 à 12 mètres de hauteur. Puis, le tsunami atteint les côtes japonaises, la Nouvelle-Zélande, les Samoas, les Philippines et les îles Marquises. Le 24 mai 1960, soit 2 jours plus tard, le volcan Cordon Col, situé au sud du Chili dans les Andes, entre en éruption alors qu'il était inactif depuis plus de 25 ans. 200 millions de mètres cubes de coulées de lave sont produites et 60 millions de mètres cubes de téphras sont éjectés dans l'air. La Terre d'aujourd'hui, midi. Aujourd'hui, la Terre demeure la 5e plus grande planète du système solaire par son diamètre et par sa masse. Elle orbite autour du Soleil en 365 jours solaires. Son axe de rotation incliné à 23 degrés occasionne le défilé des 4 saisons. La Lune, son unique satellite naturel, se situe à 384 000 km d'elle. Les plaques tectoniques qui composent la lithosphère continuent de se déplacer de quelques centimètres tous les ans. 71% de sa surface est recouverte d'eau sous la forme d'océans, lacs et rivières. Ces régions polaires sont en grande partie couvertes de glace. Plus de 7,9 milliards d'êtres humains vivent sur Terre et dépendent de ses ressources naturelles. L'histoire évolutive du vivant s'est ponctuée de périodes d'expansion et d'extinction massive. C'est pourquoi 99% des espèces qui ont un jour vécu sur Terre sont aujourd'hui éteintes. L'histoire de la Terre n'est pas à l'image d'un long fleuve tranquille. Les forces de la nature ne laisse pas de répit à notre planète bleue, perturbant à chaque fois les équilibres qui s'étaient mis en place. Aujourd'hui, l'activité de l'homme s'ajoute aux forces de la nature, menant à une perte de la biodiversité, une crise climatique et à des excès écologiques. Alors que dans le passé, l'homme était un pion qui subissait les phénomènes géologiques, son activité a aujourd'hui une influence sur le futur de la planète. L'histoire de la Terre est-elle terminée ? Non. La suite semble encore bien longue, et même si nos connaissances nous permettent de prédire certains événements, elles renferment de l'inattendu. Nous avons écrit l'histoire de la Terre jusqu'à midi. Rendez-vous dans le futur pour découvrir ce que nous réserve la deuxième partie du cadran.